Bonjour Benoît Peters. Bonjour Elisabeth Schmitt. Et merci beaucoup de nous accorder cet entretien pour la revue Entretemps, qui s'intéresse beaucoup à l'écriture de l'histoire, c'est-à-dire à toutes les étapes concrètes de l'écriture du travail historien, mais aussi à toutes les formes que peut prendre l'écriture de l'histoire aujourd'hui, à les formes plurielles de l'écriture. Je crois que c'est quelque chose que nous avons en commun, vous et nous. Alors on va parler de ça aujourd'hui, de toutes les formes que prend votre écriture. Alors traditionnellement, au début d'un entretien, on commence par présenter son invité. Et dans votre cas, cet exercice prend une tournure tout de suite très intéressante parce que vous faites beaucoup de choses. Alors vous écrivez des scénarios de bande dessinée, vous écrivez des romans, des essais. Des romans rarement. Des romans, quand même. Ça m'est arrivé. C'est par là que ça a commencé un petit peu, oui, non ? Tout à fait. Donc au moins un roman, des essais, des biographies. Vous réalisez aussi ? Ça m'arrive. Ça vous arrive, vous avez conçu quelques expositions, vous éditez beaucoup les autres qui écrivent, puisque vous avez contribué à fonder et vous dirigez aujourd'hui les Impressions Nouvelles, une maison d'édition indépendante et généraliste. Oui. Et puis on sait même depuis 2018 que vous avez aussi cuisiné professionnellement, puisque vous avez publié en 2018 une autobiographie culinaire. Comme un chef. Comme un chef, qui parle de cette expérience. Alors je vais commencer par une double question. La première, c'est comment toutes ces activités se sont progressivement superposées dans votre parcours, et puis comment ça se passe de les exercer conjointement aujourd'hui ? Alors, écrire au sens le plus vague du terme, pas au sens blanchotien, était un rêve, j'ose à peine dire d'enfance, d'adolescence en tout cas, avec l'idée un petit peu confuse qu'il y avait derrière. C'est-à-dire, c'était écrire déjà dans un sens très ouvert. J'étais ami d'enfance avec le dessinateur François Skeuten, on était sur les bancs de la même classe, on concevait un petit journal ensemble, et il y avait un peu de tout dedans. Et pour moi, ça a été cela, le désir d'écrire d'abord, quelque chose d'ouvert, qui n'était pas strictement littéraire. Et puis, j'ai un parcours... un début de parcours universitaire relativement classique, une hypocagne, une cagne. J'ai bifurqué vers la Sorbonne pour une licence de philosophie et non pas d'histoire. Comme je ne me sentais pas vraiment une vocation d'enseignant classique, je suis allé trouver, j'ai eu la chance de rencontrer Roland Barthes à l'école pratique des hautes études, dans un lieu qui avait la vocation d'être transdisciplinaire, et effectivement le petit groupe d'étudiants qui se réunissaient rue de Tournon avait des centres d'intérêt très divers. Mais à cette époque-là, j'avais déjà publié mon premier roman, Omnibus, une biographie imaginaire de Claude Simon, qui était une de mes grandes admirations. Donc c'est paru chez Minuit, j'avais juste 20 ans. Je l'avais écrit pendant la cagne, ce qui n'était pas la meilleure façon de préparer le concours, mais qui m'a donné une orientation assez forte. Et pourtant, je restais attaché au champ du savoir, et c'est pour ça que j'ai commencé un travail de diplôme à l'école pratique des hautes études sous la conduite de Barthes, autour de la bande dessinée, autour des bijoux de la Castafiore d'Hergé. Donc il n'y avait pas beaucoup de travaux sur la bande dessinée à cette époque-là, et il n'y avait pas beaucoup de lieux dans l'université française qui pouvaient accueillir un travail sur un auteur vivant appartenant à un genre encore assez déconsidéré. La situation a bien changé aujourd'hui, puisqu'il y a près de 500 livres et publications diverses autour d'Hergé. À l'époque, il devait y en avoir 4. J'ai épuisé la bibliographie du sujet très vite, et il me restait à travailler moi-même, à fabriquer des outils. Et donc, j'avais ces deux pôles dans mon travail, pour me rapprocher de votre question. Un pôle fictionnel, qui s'est développé assez vite, notamment en matière de scénario de bande dessinée, avec mon ami François Skeuten et la série Les Cités Obscures, mais un pôle de réflexion qui restait là à côté, et même si ce n'était pas mon métier, puisqu'assez vite, je dirais que les activités autour de l'écriture, donc plutôt de la fiction, sont devenues mon métier, mon activité, mon gagne-pain, pour le dire platement aussi. Mais je gardais un goût pour le travail, peut-être parfois
de recherche, d'expérimentation et de réflexion. Et c'est ce qui fait qu'à côté des scénarios de bande dessinée, j'ai produit des textes sur la bande dessinée, mais c'est ce qui fait aussi que j'ai, par exemple, à la fin des années 80, écrit un livre sur Paul Valéry, que j'ai plus tard retravaillé, amplifié, qui est paru sous le titre Valéry tentait de vivre il y a quelques années, mais qui en fait remonte assez loin dans mes préoccupations et qui était tout à fait, apparemment, déconnecté de ce qui était mon activité principale. Au fond, j'avais des goûts divers, donc il y avait des activités qui m'étaient demandées, des publications qui étaient attendues, notamment par mon éditeur principal, Casterman, et puis d'autres projets dont je prenais l'initiative et qui me nourrissaient et qui me plaisaient tout autant, même si peut-être ces projets sérieux n'avaient pas une vocation aussi large, enfin ne s'adressait pas à un public aussi étendu que les bandes dessinées. Mais alors il y a quand même certains de vos travaux autour desquels on a l'impression que vous gravitez ou que vous explorez à travers différentes formes. Alors l'exemple le plus évident c'est Tintin, puisqu'il y a ce travail universitaire, académique, et puis il y a la biographie d'Hergé, et puis il y a des expositions, il y a aussi documentaires, oui. autour de certains objets différentes formes qui sont explorées. Donc il y a une forme de porosité peut-être aussi entre ces formes. Quand vous avez l'envie de travailler sur quelque chose, est-ce que vous savez tout de suite si ça va être effectivement un essai assez classique ou si ça va être une biographie, ou est-ce que vous vous laissez la possibilité peut-être d'y revenir après autrement? Il y a des hasards, il y a des rencontres, il y a des désirs, il y a une envie de ne rien s'interdire. Au fond, je n'ai pas vraiment voulu choisir parce que je n'ai pas voulu exclure. Or, dans ma génération, c'était peut-être un peu plus difficile qu'aujourd'hui. On est davantage, je crois, habitué à des croisements de disciplines, de genres, dans tous les sens du terme. Et à l'époque, par exemple, choisir entre une voie universitaire et une voie d'écrivain indépendant ou de scénariste, ça semblait, ça semblait quand même deux métiers difficilement compatibles. Et il m'est arrivé d'ailleurs parfois qu'on me dise « mais est-ce que ça ne vous ennuie pas d'avoir un homonyme qui publie ?» Alors tantôt c'était l'homonyme qui faisait de la BD, tantôt c'était l'homonyme qui publiait des ouvrages sérieux, et puis c'était bien moi. Et de mon côté, il n'y avait aucun sentiment de contradiction. Par exemple, j'ai commencé aux éditions de Minuit, avec Jérôme Lindon, qui reste une de mes grandes admirations, mais dans la revue Minuit, j'ai publié le premier grand entretien que j'avais réalisé avec Hergé, en compagnie d'un ami, Patrice Hamel. Et Minuit publiait à l'époque Europe Grillet, Beckett, Tony Duvert, mais aussi Bourdieu, Deleuze et Guattari, des textes quand même qui appartenaient, disons, à la modernité, par certains côtés même aux avant-gardes, et amener Hergé à l'intérieur de la revue Minuit était une petite provocation peut-être, c'était un geste dont sans doute je ne mesurais pas toute l'ampleur, et que Jérôme Lindon et son fils Mathieu Lindon ont accueilli avec bienveillance, et même avec un petit sourire qui n'était pas goguenard, qui était un sourire complice, mais c'était légèrement transgressif. Et ça, ce sont des gestes que j'ai aimé accomplir. Mon premier roman se situait donc sous le signe du nouveau roman et de Claude Simon, mais le deuxième, La bibliothèque de Villers, reliait d'une certaine façon Agatha Christie et Borges. Donc vous voyez deux univers assez différents. C'était cette envie de mettre ensemble des choses qui peut-être aujourd'hui s'inscrit davantage dans notre paysage, ne serait-ce que par exemple parce que les départements universitaires sont devenus beaucoup plus poreux, parce que de nouveaux domaines sont apparus, mais à l'époque, ça condamnait presque à s'écarter de l'université et des lieux de recherche traditionnels. Donc, ne rien exclure. Ne rien s'interdire. Ne rien s'interdire, à la fois dans le choix de vos sujets, et aussi dans la forme que vos travaux peuvent prendre. Alors vous avez écrit par exemple, jouons avec ça, vous avez écrit une biographie de Jacques Derrida,
Est-ce que vous pouvez imaginer une bande dessinée sur Derrida? Il en existe une aux États-Unis, je crois, du genre Derrida for Dummies ou quelque chose comme ça. C'est épouvantable, c'est mal dessiné, c'est mal raconté. Ce n'est ni de la bande dessinée ni de la philosophie. Maintenant, Derrida, certains épisodes de la vie de Derrida s'inscriraient parfaitement dans une logique scénaristique. Il y a notamment cet épisode tout à fait extraordinaire de sa vie, quand il vient donner un séminaire clandestin à Prague, et qu'il va être arrêté, inculpé de production et distribution de drogue, jeté en prison. Ça pourrait durer très longtemps. Ça ressuscite pour lui un épisode difficile de son enfance, qui est l'exclusion de l'école en tant que jeune juif à l'âge de 12 ans par les mesures de la France pétiniste appliquées dans l'Algérie sans allemand, hein, et d'autres épisodes de sa vie. On pourrait très bien imaginer de développer un récit. Et quand j'écris plus récemment sur Sándor Ferenczi, bien des épisodes de cette existence pourraient donner lieu à un film, ou pourquoi pas une bande dessinée ou un roman. Il se trouve que je ne pratique pas beaucoup le mélange des genres. Bizarrement, je pratique des genres très différents, mais j'essaye d'appliquer à chacun une forme de rigueur. Dans une biographie, que ce soit celle d'Hergé, celle de Derrida, celle de Paul Valéry, tout est référencé, tout est documenté. Je fais véritablement un travail très sérieux. Enfin, j'essaye d'avoir la rigueur du chercheur ou de l'historien. Et je ne me dis pas, ça va être un peu fabulé, romancé, dialogué. Je déteste, par exemple, les biographies incluant des fragments de dialogue ou des monologues intérieurs, ce genre de choses. Si j'écris une biographie, je peux justifier de chaque phrase, de chaque paragraphe, je m'appuie sur quelque chose. Après, dans la manière de raconter, dans la manière de mettre en scène l'ensemble des faits que j'ai pu découvrir ou rassembler, là, l'art de narrateur peut véritablement servir, mais il n'est pas là pour fictionnaliser. Je me souviens d'avoir lu un texte d'Umberto Eco qui m'avait vraiment beaucoup plu à cet égard, et je faisais mienne ses réflexions là-dessus, où il disait, bon voilà, j'ai écrit des ouvrages de sémiologie, j'ai écrit des romans, mais je n'ai jamais voulu mélanger les deux, faire une sorte d'ouvrage de pseudo-théorie. Il y a eu de l'écriture journalistique chez Eco, par exemple, mais alors elle a des codes journalistiques ou des codes de chronique, mais il y a une sorte de, malgré tout, de fidélité aux qualités du genre. Un roman obéit d'abord à une logique romanesque, ce qui ne veut pas dire qu'il ne contient pas d'idées, un scénario c'est la même chose, et un essai ou une biographie ou un ouvrage historique repose sur, disons, une sorte de pacte avec le lecteur. Hein. Philippe Lejeune parlait autrefois du pacte autobiographique, mais il y a un pacte biographique. Et je pense que le pacte biographique consiste par exemple à ne pas en rajouter. Dans le livre sur Sándor Ferenczi, il y a des ellipses, des trous, parce qu'il y a des domaines, il y a des périodes sur lesquelles la documentation n'existe pas ou est extrêmement lacunaire. Et donc je ne remplis pas les vides. Par contre, dans le cas de Derrida, où j'avais accès à une information immense, on pourrait presque dire pléthorique, c'est-à-dire toute une archive qu'il avait déposée, plus des centaines de témoins encore vivants, dont j'ai rencontré à peu près 100, le livre aurait pu prendre des proportions absolument démesurées, et là, mon travail de narrateur consiste au contraire, à partir de la surabondance, à resserrer et à choisir. Mais finalement, dans l'un et l'autre cas, c'est le même geste, c'est-à-dire transformer en une matière narrative quelque chose qui a d'abord été un objet de collecte de savoir. Alors, ne rien s'interdire dans les genres que l'on explore, mais en même temps garder une grande rigueur, une forme de discipline, obéir au code du genre. Que la fiction contient aussi, d'ailleurs. Un scénario contient aussi sa propre rigueur et ses propres codes. Je ne vais pas mettre un immense exposé au milieu d'une histoire des cités obscures, même si du savoir se glisse, il va se glisser de manière plus subtile, plus discrète. Alors on peut explorer cette question de la biographie, de votre œuvre de biographe. Alors il y a eu Hergé, il y a eu Paul Valéry, Jacques Derrida, et donc plus récemment Sándor Ferenczi. 4
personnes très différentes. Comment dire, 4 champs différents. 4 champs, voilà, oui, non oui, seulement oui, 4 oui. personnes, mais 4 champs différents. Alors forcément, quand on écrit la vie d'un homme, on explore aussi un petit peu le champ. Et donc, il y a quelque chose, j'imagine, dans ce livre aussi, de votre rapport à la philosophie, votre rapport à la psychanalyse, votre rapport à la littérature. Et ce qui est frappant dans les introductions de chacune de ces biographies, c'est que effectivement, il y a le pacte. Il y a à chaque fois le pacte, et il y a aussi cette étape importante du pacte qui est vous expliciter ce qui vous a conduit là. Alors je reviens un petit peu sur l'ensemble de ces biographies. On peut noter quelques traits communs. D'abord, pour l'instant, ce sont des hommes. Ça serait intéressant d'avoir un jour une biographie d'une femme. Ensuite, ce sont des personnages du 19e et 20e siècle. Et finalement, par exemple, Paul Valéry et Sándor Ferenczi sont presque exactement contemporains. Donc, mon goût pour l'histoire est un goût de l'histoire moderne. C'est assez clair. Ce sont pratiquement tous les 4 des personnages qui m'ont accompagné très longtemps et qui, d'une certaine façon, font partie de mes références fondamentales, un côté our, une sorte de source comme ça. Dans le cas d'Hergé, c'est évident, il est lié à l'enfance. Valéry, je l'ai découvert adolescent et je n'ai pas cessé de le lire depuis, même si c'est par période. Derrida, c'était, lorsque j'étais étudiant, mon philosophe de référence, celui que je lisais le plus, même si probablement je n'avais pas une culture philosophique assez large pour le saisir complètement, celui dont j'avais envie d'aller écouter les séminaires, salle du San à la rue d'Ulm, etc. Bon. Et Ferenczi, j'en ai entendu parler très tôt, même si peut-être c'est celui des 4 qui m'a accompagné le moins durablement, puisque c'est surtout à partir de la publication de sa correspondance avec Freud que je me suis passionné pour lui. Et il n'empêche donc que ce ne sont jamais pour moi des objets accidentels, ce ne sont jamais des commandes. J'ai déjà pensé à d'autres gens, j'ai parfois renoncé à certains. Ce sont des gens, rappelons une évidence aussi, mais ce sont des gens qui sont morts. Vous l'avez écrit, vous l'avez dit, il n'est de biographie que d'hommes morts. Pourquoi ne pas faire la biographie d'un homme vivant? Parce qu'il en existe beaucoup. Hein. Parce que je crois que ce ne sont pas des biographies. Je pense que ça peut être des portraits, ça peut être des autobiographies déguisées, ça peut être des ouvrages de promotion et de propagande, mais je pense que le recul manque, et je pense qu'un biographe n'écrit pas sous la surveillance d'un vivant. Je sais que, par exemple, François Doss a consacré une biographie à Pierre Nora, mais pour moi, ce n'est pas tout à fait possible. En tout cas, je ne me placerai pas dans cette situation, je ne voudrais pas me retrouver dans cette situation. Et quand j'ai travaillé, pour prendre l'exemple le plus simple, le plus flagrant, quand j'ai travaillé sur Derrida, Derrida était mort assez prématurément en 2004. J'ai commencé mon projet moins de 3 ans après sa mort, à l'automne 2007, enfin on peut dire 3 ans après sa mort. Il me fallait l'autorisation de son épouse, Marguerite, mais je savais que j'avais accès à quantité de témoins. Ces témoins ne parlaient pas de la même façon que si Derrida avait été vivant. Quant aux archives, bien sûr, je n'aurais pas pu y accéder de manière aussi libre et aussi large si Derrida avait toujours été là. Imaginons, c'est une situation invraisemblable et abracadabrante, mais imaginons que Derrida aurait été vivant en 2007 et que j'aurais demandé l'autorisation de travailler à sa biographie. Mais bien sûr qu'il aurait d'abord autorisé ou refusé cette démarche, mais ensuite qu'il aurait, avec méfiance ou avec bienveillance, encadré, surveillé, laissant lire, téléphonant à des témoins avant qu'ils ne me rencontrent. Ces témoins, sachant que ça allait se retrouver dans un livre, auraient évidemment mesuré leurs paroles, etc. Donc ce temps de l'après, c'est Stigler qui parlait du revenir de Derrida. Nous entrons maintenant dans le temps du revenir de Jacques Derrida, c'est-à-dire c'est un tout autre temps, et le biographe, entrant dans cet immense massif de documents, d'archives laissés par quelqu'un, s'autorise de sa disparition. Ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Alors il y a chez moi, par rapport à tout cela,
un mélange entre une attitude, je dirais, historienne, rigoureuse, donc, qui recoupe les faits, et une attitude empathique qui est au cœur de mon travail biographique et qui est que je n'écris que sur des gens que j'aime, disons, que j'admire et que j'aime. Et donc, je reste animé d'une forme de bienveillance qui n'implique aucune censure et aucune complaisance, mais un regard qui est plutôt avec eux. Enfin, c'est quelque chose d'assez bizarre. J'aurais peut-être du mal à m'expliquer scientifiquement. Je ne pourrais donc pas prendre une personnalité qui m'est tout à fait extérieure, ni une personnalité pour laquelle je n'ai pas d'admiration ou de sympathie, même si en cours de route, dans un travail biographique, vous rencontrez toujours des choses qui sont un peu différentes de l'image première que vous vous êtes faite. Alors j'aimerais bien qu'on revienne sur la dernière, sur celle de Ferenczi, qui est donc ce disciple longtemps méconnu de Freud, mais méconnu justement parce qu'il a fait l'objet presque d'une forme de damnation mémoriée de la part de ses rivaux ou collègues, et en fait a été mis au jour et rendu disponible très tardivement, ce qui a constitué votre corpus de sources, en fait, c'est-à-dire la correspondance de Ferenczi et Freud. Vous êtes servi seulement des lettres, seulement de la correspondance? Qu'est-ce que vous avez consulté? Non, j'ai consulté tout ce que j'ai pu trouver, sauf des sources primaires en hongrois, mais il n'y en a plus beaucoup. Donc Ferenczi est né en 1873 à Budapest, il est mort en 1933. Le pays connaissait déjà une vague d'antisémitisme très importante qui s'est accentuée pendant la guerre dans des proportions effrayantes. Puis le régime communiste n'a pas porté dans son cœur la psychanalyse. Donc ce sont des vagues successives de disparition d'archives, de témoins et d'oubli et d'occultation de l'œuvre, plus le travail, on peut dire oui, de malveillance de certains anciens proches, à commencer par Ernest Jones, le premier biographe de Freud, qui a figé pour longtemps une image assez négative des dernières années de Ferenczi. Donc, avec Derrida, j'étais confronté à une surabondance, j'aurais pu consacrer 10 ans à cette biographie. Avec Ferenczi, il fallait sans arrêt trouver les pièces manquantes du puzzle, sachant que je n'étais pas en situation d'écrire une biographie classique qui démarre avec l'enfance et les années de formation et qui aille jusqu'à sa mort. Je me concentre sur des moments essentiels. On a beaucoup plus d'informations sur Ferenczi à partir de sa rencontre avec Freud, il a 34 ans, en 1908. Mais par contre, je vais jusqu'à sa mort et bien au-delà, puisque je raconte aussi l'enfouissement, puis l'exhumation et la redécouverte des enjeux de l'œuvre de Ferenczi. Donc dans le cas de Ferenczi, c'était rassembler le plus d'éléments possibles, bien sûr ses œuvres, puisqu'il y a quand même une œuvre psychanalytique abondante, le journal clinique à la fin, par exemple, qui est un document extraordinaire, la correspondance avec Freud, la correspondance avec Grodek, d'autres correspondances disséminées, et puis des articles de chercheurs sur des points extrêmement précis, notamment sur la période qui a suivi sa mort. J'ai lu essentiellement en français et en anglais, un tout petit peu en allemand. Et j'ai produit ce livre qui a pour caractéristique de ne pas s'adresser en premier lieu aux analystes, puisque on sait qu'il est encore plus difficile d'une certaine façon pour un profane de s'approcher de la psychanalyse que de s'approcher de la philosophie. Quand j'écrivais sur Derrida, il pouvait y avoir un risque. Donc, quand j'écrivais sur Hergé, j'étais, on peut dire, vraiment dans mon champ et dans ma légitimité. Pour Derrida, c'était un risque parce que c'était quand même un continent philosophique difficile, mais il n'y avait pas de professionnels de Derrida. Il y a des philosophes très marqués par Derrida, on peut dire des disciples, des continuateurs, mais dans le cas de la psychanalyse, c'est autre chose puisque c'est un métier, c'est un corps professionnel, avec des écoles et des groupes dont on sait qu'ils sont en rivalité, comme il l'était du temps de Freud déjà. Et puis avec cette conviction que j'ai pour Ferenczi comme pour Derrida, comme pour Valéry, qui est que ce qui fait la qualité d'une biographie est quand même très différent de ce qui fait une compétence
en philosophie ou une compétence en psychanalyse. De même que pour écrire la biographie d'un physicien, bien sûr, il vaut mieux connaître un peu de physique, mais un physicien pur ne produira probablement pas une biographie satisfaisante. Il faut quand même ce rapport un peu oblique au champ de savoir qu'on va approcher, ne serait-ce que parce que la biographie est supposée aussi faire découvrir une œuvre et une personnalité, une trajectoire à des gens qui ne sont pas de stricts professionnels de ce domaine. Cette biographie de Ferenczi, elle porte la trace des archives que vous avez utilisées, donc de la correspondance, parce que finalement... Des correspondances, des multiples correspondances, parce que finalement c'est une histoire de relations. Vous écrivez moins strictement la vie de Ferenczi, de sa naissance à sa mort, que l'histoire de sa place dans ce groupe qui se forme autour de Freud au moment de la naissance de la psychanalyse. Alors c'est une relation enchevêtrée et très très riche et très complexe entre Ferenczi et Freud. Ferenczi dans une position de disciple ami. Il accède à l'intimité de Freud plus que quiconque. Pendant des années. C'est aussi l'histoire de l'affranchissement d'une position de disciple. Qu'est-ce qu'être un disciple? Qu'est-ce que se libérer d'un maître? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, c'est aussi l'histoire d'une amitié qui se termine. Et d'ailleurs, cette amitié qui se termine ouvre mon livre, puisque le livre commence par une scène en septembre 1932 à Vienne, qui est la dernière conversation entre les deux hommes. Et sur quoi se disputent-ils? Ce sur quoi ils se disputent, ce qui va conduire à l'exclusion de Ferenczi tout à la fin de sa vie du mouvement psychanalytique, c'est ce qui nous rend Ferenczi le plus présent aujourd'hui, c'est-à-dire un retour sur un concept abandonné par Freud, qui est, disons, l'importance ou l'omniprésence des abus commis sur les enfants. Et donc Freud a décidé en 1897 de construire la psychanalyse en voyant ces abus comme essentiellement fantasmatiques et imaginaires, comme des reconstructions, et Ferenczi, lui, revient sur la réalité des abus et sur l'importance de l'écoute et de la prise en compte. Et c'est ce qui donnera naissance à son dernier grand texte, Confusion de langue entre les adultes et l'enfant. Et donc je pars un peu de ça, c'est-à-dire comment cette amitié se rompt, et puis à partir de là, comment elle s'est nouée, comment elle s'est développée, comment Ferenczi a participé à l'expansion du mouvement psychanalytique, et en même temps, comment la psychanalyse et la relation avec Freud sont entrées dans sa vie, dans ses amitiés, dans ses amours, dans l'ensemble de ses choix, puisque c'est une période d'extraordinaire intrication entre le plus intellectuel et le plus affectif, où je parle de confusion des divans et des sentiments, et c'est ça qui est là constamment, et c'est ça aussi qui rend cette histoire passionnante et par certains côtés romanesque. Voilà, donc il s'agit de ne pas du tout dissimuler les enjeux théoriques. Pourquoi s'intéresser à Ferenczi autrement? De ne pas dissimuler les enjeux historiques, et notamment l'histoire des conflits, comment un grand mouvement naît dans une situation de dispute permanente. On sait ça en histoire des sciences et dans beaucoup de domaines. Et en même temps, faire apparaître l'individu avec tout cela, c'est-à-dire ne pas être simplement dans l'histoire des idées, mais dans une vie, un mouvement, un temps où tout se mêle sans arrêt. Derrida était très critique sur l'idée de biographie intellectuelle, et je suis tout à fait de son bord là-dessus. Il disait d'ailleurs, invoquant la psychanalyse, sa femme était psychanalyste d'ailleurs, il disait, mais comment peut-on un siècle après Freud parler de biographie intellectuelle, comme si le conscient et l'inconscient pouvaient être séparés, comme si on pouvait raconter presque l'histoire de la vie consciente d'un individu. Et il disait aussi, mais une biographie intellectuelle écarterait, par exemple, l'enfance, ou l'amour, ou le poids de certaines amitiés, ou la sexualité, écarterait cela parce que ce ne serait pas convenable. Alors, quand je travaillais à la biographie de Derrida, que j'appelais les témoins la première fois pour montrer patte blanche, je travaillais une biographie de Derrida, une biographie intellectuelle, je disais oui, naturellement. Mais en réalité, je savais bien que ce que je voulais faire, c'était une biographie plus large que ça, prendre
un individu dans son inscription historique, on pourrait dire une dimension bourdieusienne, une dimension sociologique, sociale, qu'il inscrit par exemple dans le champ universitaire de son temps, mais aussi une biographie qui n'écarte pas l'affect, qui n'écarte pas les racines. Bon, si je reviens sur Derrida, ben évidemment, c'est la judéité, c'est l'Algérie, c'est l'exil, enfin c'est ce qui est vécu comme un exil en France au moment où il arrive à Paris comme étudiant, c'est le sentiment d'être exclu, encore plus exclu qu'un petit provincial. Toutes ces choses ne me paraissent pas séparables de la philosophie de Derrida, ne me paraissent pas séparables de la déconstruction en tant que concept. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse constamment. J'ai l'impression que pas mal de gens aujourd'hui sont plus à l'écoute de cette position. Quand je repense à Barthes, dont je n'ai pas écrit la biographie, il en existe plusieurs, mais qui a tellement compté pour moi, mais je vois Barthes avec sa voix, je vois Barthes avec son attitude par rapport à ses étudiants, je vois Barthes avec sa mélancolie, et puis bien sûr je vois Barthes avec son œuvre, ses curiosités, jamais en défaut, mais je ne peux pas me dire Barthes c'est un ensemble de livres, ou c'est un ensemble de cours, ou c'est un intellectuel intervenant dans le champ de son temps. C'est une personnalité compliquée. Barthes lui-même, à la fin de sa vie, a laissé passer ces dimensions. Elles sont là. Je dirais que le corps de Barthes et les affects de Barthes sont présents. Chez Derrida, c'est aussi monté de plus en plus et ce sont devenus des objets de pensée dignes. Je pense que le travail du biographe est ça. Alors peut-être que ça créerait une petite différence. J'en parlais il n'y a pas longtemps, une conversation avec Patrick Boucheron. Ça créerait peut-être une petite différence entre l'approche strictement historienne et l'approche biographique. Je suis plus biographe qu'historien. Je suis historien dans la mesure où ça m'aide à être biographe. Et il me semble que la dimension, disons, affective, ou la concentration, la focalisation sur un individu distingue un petit peu la démarche du biographe de celle de l'historien. Il y a moins de désir d'objectivité. J'accepte comme ma subjectivité entre, bien sûr je sais que dans les grands travaux d'historien il y a la subjectivité, mais je l'affiche peut-être un peu plus, et le sujet dont je parle, que ce soit Paul Valéry, Hergé ou un autre, le sujet dont je parle, il est là, très présent dans une relation avec moi. Je dis parfois que je sens au-dessus de mon épaule, derrière moi, le fantôme plus ou moins bienveillant de la personne dont je parle. Et c'est une sensation forte, et je pense que ce n'est pas une sensation d'historien. D'ailleurs, un historien peut prendre, je ne sais pas, Louis XI ou Robespierre et l'aborder avec une forme de... je ne sais pas si neutralité est le bon mot, mais enfin, c'est sûrement pas non plus tout à fait de la froideur, c'est difficile d'écrire longtemps sur quelqu'un, mais on peut le prendre aussi dans son temps. Par exemple, prendre Robespierre au milieu de l'ensemble des figures de la Révolution. Quand je travaille sur Ferenczi, il n'est pas exactement un parmi d'autres. Il est quand même le personnage d'avant-plan à travers lequel l'ensemble d'une scène s'éclaire, ou à travers laquelle j'essaye d'éclairer l'ensemble d'une scène. Et j'assume cette dimension affective, mon engagement. Je parlais peut-être imprudemment à propos de Derrida d'amitié posthume. C'est vrai que Derrida continue à m'accompagner très, très, très fortement. Bien sûr, c'est à sens unique, puisqu'il m'accompagne plus que je ne l'accompagne. Quoique pour certains lecteurs de Derrida, peut-être cette biographie fera partie de leur manière d'approcher l'œuvre et de la colorer. J'ai dit tout à l'heure que le livre portait la trace des archives que vous aviez utilisées de votre méthode, et elle porte aussi votre trace, ce livre, parce qu'il est plein d'images et qui font plus qu'accompagner le livre. Ce n'est pas le traditionnel cahier central avec les images dans l'ordre chronologique. Là, on a des photographies qui ponctuent tous les chapitres. Comment vous avez pensé l'insertion de ces photos dans le livre ? Alors,
au départ, il y avait très peu de photos de Ferenczi et beaucoup de documents autour de Freud. On sait que Freud, dans sa gloire, a été photographié très tôt et les lieux, on a archivé tout son appartement avant qu'il ne parte, etc. Mais petit à petit, des images ont commencé à surgir et notamment par la proximité, la bienveillance de Judith Dupont, qui est l'ayant droit de Ferenczi et qui est quelqu'un qui a vraiment contribué à sauver sa mémoire. Et donc, dans le dialogue avec l'éditeur, parce que c'est vraiment un livre pensé comme ça, on a eu cette idée de donner une forme peut-être non académique, différente à la venue des images, que les personnages dont il est question, les figures, quelques situations, quelques lieux, arrivent dans le texte, parfois des documents, des couvertures, etc. Et c'est vrai que ça crée un objet assez singulier dans lequel je me retrouve bien, puisque la relation à l'image est certainement un des traits qui relie mon travail d'auteur de fiction à mon travail d'historien ou de chercheur, etc. Quand je parle de la bande dessinée, comme je l'ai fait récemment au Collège de France, je parle en images, je n'avais d'ailleurs pas de texte, je parlais à partir d'une séquence d'images, on pourrait presque dire de longues phrases d'images, qui sont mon guide. Et dans ce livre, certainement, les images, je colore très très différemment la lecture. Et même quand il m'est arrivé de parler de Jacques Derrida ou de Paul Valéry devant des publics, j'aime beaucoup le faire en images. Alors ça peut sembler bizarre, on dit on va faire quoi, un roman photo sur Jacques Derrida. Mais non, ce n'est pas ça, c'est une façon peut-être de réinscrire le corps et le temps à côté des concepts. Mais une biographie qui ne serait que du côté du concept me désolerait. Et il est certain que la présence de Ferenczi, parce qu'on aura qui émane des pages de ce livre, sont une des choses qui me font plaisir. Alors, est-ce qu'il y a des gens, des hommes, des femmes, pourquoi pas, dont vous aimeriez faire à l'avenir la biographie? Est-ce qu'il y en a d'autres, au contraire, qui vous paraissent impossibles à saisir par la biographie? Alors le problème, c'est l'épaisseur de temps de la relation. Ça, c'est très très important pour moi, c'est-à-dire ne pas entrer dans un sujet qui ne fait pas partie de ma propre histoire. Plus le temps passe, plus il est difficile de construire une intensité. J'ai vu dire qu'un livre qui m'émerveille aujourd'hui, m'émerveille dans le présent, mais a peut-être du mal à résonner en moi dans toute son ampleur, ou disons, pour l'exprimer très simplement, a peut-être du mal à me transformer. Et les premières grandes lectures, comme les amitiés de jeunesse, sont des choses qui vous construisent. Absolument. C'est pourquoi d'ailleurs je les privilégie toujours dans mon approche biographique. Ce qui est très ancien me semble plus chargé de sens à un moment où la personnalité, le moi médiatique, disons, n'est pas construit, où l'individu ne sait pas exactement où il va aller. Et donc la difficulté pour moi, je n'ai pas aujourd'hui de projet précis, enfin j'ai des choses comme ça, mais dont je ne sais pas si je les ferai. Mais la difficulté pour moi, c'est de retrouver ce niveau d'intensité, c'est-à-dire de trouver, ayant un peu peut-être exploré les grands mondes qui m'ont construit. Ça aurait pu être Godard, ça aurait pu être Barthes, par exemple, mais il se trouve que c'était fait par d'autres. De trouver quelque chose qui soit un enjeu neuf, donc un vrai champ de découverte, d'expérience, parce que je crois qu'écrire un livre, c'est une expérience, c'est-à-dire quelque chose qui vous change, mais que ça ne soit pas arbitraire, quoi, voilà. Donc il y aurait le risque ancien qui serait d'être fixé à son passé, à ce qui vous a construit générationnellement, et l'autre risque qui serait d'approcher un personnage ou une époque ou un thème qui n'est que superficiellement lié à ce que je suis. Au fond, autant j'ai toujours aimé la demande, et la demande de l'autre, quelqu'un avec qui l'on collabore, ou même la demande d'un éditeur, autant je n'aime pas trop la commande. Voilà, ça serait quelque chose entre demande et commande, il y aurait un petit peu quelque chose comme entre désir et besoin. Il faut qu'un livre soit du côté du désir, et donc il faut qu'il vous attrape, il faut qu'il vienne vers vous comme ça, que le sujet vous éblouisse pour que vous ayez envie de vivre avec lui pendant longtemps.
Très bien, merci beaucoup Benoît Peters.